Bonjour, elle est dans la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron au niveau national et en même temps dans la majorité de Laurent Wauquiez au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Et elle le vit très bien, élue conseillère régionale fin 2015, implantée dans le 2e arrondissement de longue date, au MoDem depuis sa création en 2007 et même avant à l'UDF. Anne Pellet est dans Face à Face cette semaine. Bonjour Anne Pellet. Bonjour Jean-Pierre Vacher. Alors on a eu droit à un psychodrame au groupe MoDem à la région la semaine dernière entre ceux qui ont décidé de quitter la majorité de Laurent Wauquiez et deux qui restent, dont vous faites partie. Résultat donc 5-2 pour les sécessionnistes. Vous restez avec Laurent Wauquiez, pourquoi? Parce que j'ai été élue pour être dans la majorité et active dans la majorité. Je n'ai pas été élue pour être dans l'opposition. Et quand on a la chance, en plus d'être dans la majorité, ben je trouve que c'est là qu'on fait les choses. Donc je ne vois pas pourquoi j'en sortirais. Il n'y a pas de coup de canif au contrat. On a démarré notre mandature. C'est ce que disent les sécessionnistes. Hein, ben oui, si on peut l'appeler comme ça. Ils sont très proches de nous. Hein. Oui. Mais après, chacun son parcours et ses envies. Mais l'accord qu'on a fait, conclu au départ avec la région, sur les compétences régionales était clair. Je ne vois pas en quoi il y a des entailles. Aujourd'hui encore, on est en session plénière. Tout le monde a voté pour tous les dossiers qui nous sont présentés, des très beaux dossiers. Donc voilà. Alors le groupe MoDem, il existe toujours avec les 7 élus, dont 5 qui se disent indépendants et constructifs, hein, si j'ai bien lu, qui se positionnent de façon autonome. Bon, c'est un peu tortueux tout ça quand même. Hein. Oui, c'est un peu se compliquer la vie, peut-être, c'était pas la peine. Mais bon, après, on est libre, chacun pense comme il veut. Je reconnais que les mouvements politiques ont fait bouger les choses avec les élections présidentielles, que nous avons depuis des élus qui sont élus régionaux, donc pas toujours facile à accorder. Mais moi, je pense que quand on veut défendre l'intérêt général, on le défend dans une majorité. Et c'est ce que je m'applique à faire. Et je voudrais surtout dire une chose, quand on est élu d'opposition, c'est difficile. On l'a été souvent. Vous voulez dire qu'on ne sert à rien? Pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, on est là pour pimenter... Quand je dis on ne sert à rien, parce que si la majorité ne vous donne pas de responsabilité, elle ne vous donne rien, elle ne vous donne pas les dossiers. Une fois qu'elle a entendu vos amendements et des choses comme ça, alors parfois, il y en a qui sont corrigeables, hein, qui sont adaptables et qu'on prend. Mais à part ça, c'est tout. Il faut attendre la fin de la mandature pour exister. Alors, est-ce à dire que vous êtes d'accord avec tout ce que fait Laurent Wauquiez à la région? Ah, globalement, oui. Il a pu m'arriver qu'il y ait des dossiers sur lesquels je n'étais pas emballée. Alors, par exemple, subvention aux chasseurs? Ah, exactement. Mais vous l'avez voté quand même ou pas? Non, j'ai dû m'abstenir. En fait, pourquoi? Parce que je trouvais qu'on donnait exagérément beaucoup aux chasseurs et idem aux pêcheurs. Ah, c'était une mesure électoraliste, quoi. Essayer de se concilier les bonnes grâces des chasseurs. C'est sûr que, oui, c'est sûr que ça a dû leur faire plaisir. Bien compris. Après, peut-être... La subvention à l'Uni, par exemple. Syndicat étudiant très à droite. Étonnamment, c'est tout ce qui est passé au début, où nous étions encore 9 MoDem, et visiblement, tout le monde était encore là, et pas chafouin au point de dire il faut partir. Donc, ça restait à la marge. Et là, vous êtes abstenu, vous avez voté contre? L'Uni? Oui. Ah non, moi, je ne pense pas que j'ai voté contre. Ou alors, vous savez, dans ces cas-là, tout d'un coup, il y a panne de clavier, quoi. Voilà, vous avez piscine. Le festival de l'Alpe d'Huez, là, organisé par des Belges, qui a coûté 400 000 €. Ça a pas mal choqué, oui. Parce qu'au début, je me suis posé la question, comme beaucoup de gens. Et en fait, il paraît que c'est quelque chose d'extraordinaire, qui fait venir beaucoup de monde et qui a une réputation fantastique. Donc, on n'est pas là pour faire les ringards sous prétexte qu'on ne connaît pas. Je crois qu'il y a des moments où il faut ouvrir les yeux et l'esprit. Et donc, ça rentrait dans un cadre qu'il fallait accompagner. Voilà. Alors, en dehors de ces quelques dossiers que j'ai évoqués, il y a un vrai débat sur les questions liées à la formation. Et notamment le refus de Laurent Wauquiez de la région de mettre en place le plan PIC, hein, investissement compétences, décidé par le gouvernement et Emmanuel Macron, pour venir en aide aux chômeurs les plus éloignés de l'emploi. Est-ce que c'est normal que la région refuse de s'impliquer? Alors, c'est un dossier qu'on a tous regardé, parce qu'au début, on s'est dit pourquoi. Et en fait, il faut prendre les choses dans l'ordre. D'abord, ce n'est pas parce que vous mettez énormément d'argent que vous améliorez les formations. D'abord, il faut savoir les travailler. Pour ça, vis-à-vis de l'État, on avait déjà une feuille de route à montrer, qu'on a montrée et qui a été validée. Ensuite, on est rentré dans le dur des discussions, notamment sur le financement. Et il se trouve que l'État, pour l'instant, refusait d'une part de nous demander ce que Laurent Wauquiez souhaitait, un acompte, entre guillemets, de 50%, et totalement refusé, alors que c'était des engagements
mouvements, de toute façon, ils sont faits. Donc ça pose un problème parce que la grande peur, c'est de se dire que 2 ans après, finalement, on ne récupérera pas l'argent qu'on a mis. Et puis l'autre problème, c'est que ça risquait de nous pénaliser sur les efforts qu'on fait en budget de fonctionnement qui ne doivent pas dépasser d'une année sur l'autre les 1,2%. Ça, le gouvernement vous avait répondu, entre-temps. Peut-être, mais ça risquait de nous mettre en porte-à-faux. Donc, ça n'allait pas faire dépasser le fameux plus 1,2% qui vous a autorisé. Écoutez, j'ai cru comprendre que tous les DGS des autres régions qui se sont réunis autour de ce problème-là sont quand même bien empêtrés avec ce système qui n'est pas totalement abouti. Donc ça pose de toutes les façons un problème. Et surtout, ce qui m'a rassuré, moi, c'est qu'on a fait quand même en sorte que cette somme qui sera quand même dévolue à la région ne soit pas... en gros, c'est Pôle emploi qui va s'en occuper, quoi. C'est Pôle emploi qui reprend la casquette avec Pascal Blin, qui font un très bon boulot. Et il y aura quand même des liens sur des bases qui sont déjà discutées. Est-ce que ce n'est pas paradoxal quand même que ce soit les socialistes qui reconnaissent le bienfait de ce plan et qui disent on n'a pas fait mieux en matière de formation depuis Martine Aubry? Alors en matière de formation, il y avait Pourtant, Dieu sait si vraiment... les socialistes sont critiques vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Ils peuvent être critiques, mais moi je peux être critique aussi vis-à-vis de la formation. J'ai un côté entrepreneur, tout ce qu'on nous prend en tant qu'entreprise au niveau de la formation, c'est quand même pas rien. On sous-utilise, ça je suis d'accord, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Et à un moment donné, il y a un système qui n'était pas très vertueux, il fallait le réformer. Au-delà, il y a eu le système sur les branches, par exemple, qui était beaucoup trop nombreuses qu'il faut rétrécir. Et ça reste très compliqué, cette histoire. Donc, mais sur ce dossier, est-ce qu'on n'est pas quand même, de la part de Laurent Wauquiez, dans la posture politique? Moi, je ne le ressens pas. Gros, il peut y en avoir on refuse de s'impliquer dans ce dossier parce qu'il est décidé par un gouvernement. Je ne suis pas certaine que Muriel Pénicaud soit très très à l'aise en ce moment non plus avec le dossier. Voilà, d'après des petits retours. Donc je demande à voir, du moment que l'argent sera versé d'une manière ou d'une autre, et voilà, nous on récupère par ailleurs l'orientation, et c'est tant mieux. Ce matin, c'est passé en dossier et ça a été facilement accepté et voté, puisqu'il y a quand même beaucoup de choses à faire et on va les faire en la matière. On peut en parler. Oui, mais que ce soit les chômeurs qui trinquent, c'était quand même embêtant. Mais les chômeurs ne trinquent pas. Les chômeurs, ils seront accompagnés en lien avec ce que veut faire Pôle emploi, ce que veut faire le gouvernement, puisque maintenant, il va contraindre un petit peu plus la manière de chercher son travail, d'accepter, d'avoir un nombre de refus limité, ça c'est important, et puis surtout d'orienter les gens vers des métiers dits en tension, parce qu'encore une fois, il y a des entreprises qui cherchent à recruter, qui n'y arrivent pas, et j'en vois de plus en plus. Énormément, et ça crée dans beaucoup de secteurs. Un malaise, et de plus en plus de secteurs. Alors clairement, on voit quand même qu'on est dans une guéguerre, j'allais dire presque permanente, entre le gouvernement et la région. Est-ce que c'est ça? Je pense au dossier Lyon-Turin, par exemple, où on a vu qu'entre Étienne Blanc et la ministre des Transports, c'est compliqué. Ce que je vois sur les transports, d'abord, il y a un manque d'infrastructures à long terme en France depuis un certain temps. Et que j'ai entendu Elisabeth Borne parler de développer plus le transport de proximité, ce qui faisait qu'elle balayait la 45 en disant que ce n'était pas de la proximité, pourquoi j'aurais dit le contraire, parce que j'estime que Saint-Étienne-Lyon, on est dans la proximité. Et puis je sais aussi que le contournement, enfin le grand plan parisien, j'ai plus le nom, mais le taux va coûter des milliards et qui contraint énormément l'État sur les dépenses qu'on pourrait faire par ailleurs. Le Lyon-Turin, ça devient un serpent de mer. Mais si on sait très bien que si on ne le fait pas, on a déjà laissé passer du temps et la Suisse a bien repris le relais puisqu'on traverse de nord en sud. Et eux, ils ont déjà de nouveaux tunnels. Et exactement, ça se construit vite. Et nous, on passe à côté. Et à côté de ça, on va pleurer que la vallée de l'Arve est totalement encombrée. Alors, on a vu aussi la polémique entre la région et la métropole et la ville de Lyon sur le dossier du musée des tissus. Un joli coup politique pour Laurent Wauquiez? Ça a été un vrai coup politique. C'était, je dirais, une chaise vide pour Gérard Collomb. Et vous dites la métropole, c'est pas la métropole. Je pense que c'est sérieusement la ville de Lyon qui coinçait aussi. Depuis, David Kimmelfeld, visiblement, entretient des échanges tout à fait sains avec Laurent Wauquiez. On a signé un contrat à plan région avec la métropole qui s'est très bien passé. Ils ont mis de côté les petits sujets qui pouvaient poser des problèmes. Et sur le reste, on avance. Et dernière nouvelle, David Kimmelfeld a signifié qu'il était bien sûr prêt à participer à ce très très beau dossier que moi je défends encore plus puisque je suis une habitante du 2e arrondissement et que
je défends pour des tas de raisons ce beau dossier. Voilà. Alors, quel bilan est-ce que vous dressez de vos 3 premières années de conseillère régionale? D'abord, c'était mon premier mandat en tant qu'élu, jamais élu. Et j'ai adoré, très intéressant. On apprend beaucoup de choses, on débarque avec pas mal d'humilité et il faut apprendre vite, mais surtout des compétences fabuleuses. La région, et là on arrive à les faire connaître tout doucement. Je pense qu'on abuse du bleu, mais tant mieux, parce que les gens n'imaginent pas à quel point la région est dans leur quotidien. Et c'est ça qui est important. Et donc, déjà, très bien. Et puis, j'ai pris des compétences. Aussi des lycées, des transports. Alors, à la base, on connaît lycée, voilà, ce que vous dites très bien, lycée, formation, tout au long de la vie, transport, mais aussi tout ce qui est environnement. On avance vraiment dans l'environnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut qu'on investisse à fond dans l'environnement et qu'on en a les moyens et surtout la capacité de devenir autonome en la matière, de faire évoluer. On a une richesse, une innovation qui vont aller loin. Et dans ce domaine-là, par exemple, moi je m'occupe d'un fonds qui finance des projets en énergie renouvelable, qui s'appelle OSE ENR, et on rencontre des gens formidables et vraiment on avance bien. C'est des dossiers qu'on a fait avancer, qui avaient été créés avant, mais qui rentrent à maturité et qui rencontrent vraiment un avis positif partout. Voilà, parce que vous-même, vous venez de la société civile, vous êtes entrepreneur. À la base, oui. J'ai été embarquée dans la politique par hasard, on va dire. À un moment donné, il fallait réagir contre le fait que la droite voulait englober le centre d'office et ça ne m'allait pas. Je suis une centriste, je suis une giscardo-barriste depuis 81, puisque j'ai pu voter en 81 à quelques mois après. Et je n'ai pas lâché ça. Et après, je me suis fait prendre dans cet élan et j'aime les gens, j'aime les rencontrer, j'aime faire bouger les choses et m'engager. La région me permet d'agir et vraiment, on me confie de plus en plus de dossiers. Ça vient doucement mais sûrement, et enfin même très vite d'ailleurs, et j'ai beaucoup de représentations pour la région hyper variées, ça me fait faire un exercice de style mais c'est passionnant. Alors Giscard-Barré, ce que vous êtes doit être intéressé par les élections qui arrivent, les élections européennes forcément, la campagne est partie, le MoDem on le sait très, très européen, est-ce que vous êtes satisfait de la place que La République En Marche vous a réservée sur cette liste dite Renaissance? Alors j'ai cru comprendre, si je ne me trompe pas, qu'on avait dans les 30 premiers 7 candidats. Sachant que c'est une liste complexe, puisqu'elle doit regrouper les gens proches de Raffarin, de Juppé, des radicaux. Donc ça fait déjà du monde. Je pense que... Enfin, je n'ai pas senti de frustration à ce niveau-là. Alors certains ont parlé d'une liste aux allures d'auberge espagnole. C'est facile. Avec beaucoup d'anciens verts, notamment. Est-ce qu'elle penche trop à gauche, pour vous? Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut pencher pour l'Europe. C'est ce qui m'intéresse. Et le côté vert, il n'y a pas une personne de cette liste qui n'aura pas envie de défendre du vert. Le vert n'est pas le monopole des verts depuis quelques années. Et on a tous maintenant des convictions et la manière de les défendre sans être... justement, le vert positif a besoin d'exister. Et je sais que avec Catherine Chabot en premier, puisque c'est celle qui porte bien ce domaine par son expérience sur les mers, notamment. Et donc, je sais que... Elle est issue de la région, finalement, non? Elle n'est pas elle est née à Bron, je crois. C'est elle, hein, les Brondillantes, oui, c'est ça. Alors, les autres centristes avec qui le MoDem avait fait campagne aux précédentes élections européennes en 2014, fait liste à part, vous le regrettez? C'est des voix perdues? Honnêtement, je ne le regrette pas du tout. Ils ont fait des choix. La politique, ça bouge un petit peu. Et on verra bien ce qui pèse tout seul. Oui. Ça sera peut-être l'occasion de savoir... Plus on est un petit parti, plus on se divise. Écoutez, on commençait avec l'histoire du MoDem. Mais... Le MoDem a voulu à un moment donné prendre son indépendance et de la gauche et de la droite. On s'est présenté à des élections seuls. Ça a été très difficile. Moi, je suis passée par toutes ces couleurs-là, enfin, toutes ces difficultés. Et je sais qu'il faut faire une alliance. Et qu'en revanche, en même temps, cas de le dire, un parti de droite comme de gauche ne peut pas gagner sans avoir une ouverture centriste posée et consensuelle, comme on sait l'apporter. Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Et donc on arrive finalement à faire avancer les dossiers de manière bien, et c'est ce qui se passe autant au gouvernement qu'à la région. Qu'est-ce que le MoDem va apporter de spécifique dans cette campagne? Des idées propres, des propositions? Le MoDem apporte qu'il a son expérience et son histoire, parce que nous sommes le parti des pères fondateurs. Hein. Avant, c'était l'UDF qui s'est transformé en MoDem, mais c'est quand même Jean Monnet et tous les grands qui en sont la base. Une culture... Monter au MRP, aussi. On peut monter très loin, et puis, en fait, c'est toute une culture MoDem d'aimer l'Europe, d'assumer
Il va falloir assumer tout ce qui a été fait, parce qu'il y en a qui veulent jeter le bébé avec l'eau du bain, et je ne pense pas que ça soit bien de dire les choses comme ça, parce qu'on n'est pas là pour redétruire, parce que c'était tellement compliqué à construire que c'est faire un peu insulte au passé, à mon sens. Il faut, certes, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des choses qu'il va falloir faire évoluer. L'expérience du MoDem sera forte dedans. Je regrette un peu que Nathalie Griesbeck, qui était notre députée MoDem, soit plus là. Sylvie Goulard est partie dans d'autres circonstances, mais elle avait... Nathalie Griesbeck, elle a dit « j'ai fait 3 mandats, je m'arrête ». Je trouve ça, c'est une honnêteté politique. Voilà, c'est la limite du cumul des mandats dans le temps. Alors, elle n'était pas forcée sur cette élection-là, mais c'est une limite qui est en train de devenir un cas d'école. Elle l'appliquait avant, oui. Mais elle l'applique avant que ça soit le cas, et c'est tout à son honneur, parce que de toutes les façons, je sais qu'elle est tellement dévouée qu'elle saura les aider, en tout cas les nouveaux entrants, à prendre leur place, parce que c'est quand même une machine complexe, et qu'à chaque fois, il faut prendre un peu ses marques au début. Voilà, donc il y en a 3 dans la liste, enfin dans la pré-liste des 30, qui ont déjà été... Et tous les élus de cette liste Renaissance, c'est son nom, ils vont siéger au sein du même groupe ou dans des groupes différents? Chez vous, c'était plutôt le groupe ALDE, là de... Oui, nous, c'est plutôt la LDE. Après, j'ai pas encore revu ça, mais c'est la LDE. En même temps, décidément, c'est un tic de langage maintenant, tous ces gens vont devoir travailler avec des gens du PPE comme des gens du PSE. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Parti populaire européen, donc plutôt de droite et centre. Voilà, oui. Et PSE, Parti socialiste européen, plutôt gauche. Et de toutes les façons, ils le savent qu'ils vont travailler ensemble, parce que le pire ennemi aujourd'hui de l'Europe, ce sont les partis dits populistes qui sont sur les extrêmes de gauche comme de droite. Et donc, c'est pas le moment d'aller se chicaner et faire de la petite politique, alors qu'il y a des beaux dossiers à défendre, et pour une Europe qui continue d'avancer, parce qu'on en a besoin. Voilà. Alors, la première lyonnaise sur cette liste, c'est Véronique Trier-Lenoir. Elle vient du groupe socialiste à la région, qu'elle a quitté il y a 1 an. Vous êtes en phase avec elle? J'aime beaucoup cette personne. Je ne la connais pas encore très bien. Voilà, cancérologue. Mais elle est conseillère régionale, ce qui fait que nous nous côtoyons et que nous avons des échanges très cordiaux. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui ont une vraie fonction, qui ont un CV comme le sien qui fait vraiment mon admiration. Elle est cancérologue et prof, et elle est prof de médecine parce que je les pratique dans mon métier. Je peux vous dire que c'est sélectif, et qu'elle soit retenue, eh bien, c'est tant mieux. Ça m'aurait ennuyé qu'on prenne encore un apparatchik, parce que ça, j'en peux plus. Moi, je veux des gens qui aient des compétences et en même temps qui aient du sens politique. Alors, il faut arriver à combiner les deux. C'est pour ça que je ne suis pas mécontente de faire de la politique depuis. Alors, on avait annoncé, oui, Karine Doniasos. On avait annoncé Prosper Caballo, le premier adjoint au maire de Villeurbanne. Ils n'y sont pas? Ils sont dans l'autre partie de la liste? Ça, vous verrez avec eux. C'est surtout, ils étaient plus sur les quotas de LREM. Oui. Voilà, donc j'imagine qu'il faut laisser gérer leur déception, parce que c'est un mandat qui fait rêver. Mais voilà, c'est comme ça. Et vous pourriez être sur la liste, en fin de liste, non? Si on me demande de l'être en caution, entre guillemets, parce que non éligible, j'accepterai, bien sûr. Mais parce que j'aime l'Europe et que ça fait partie du fond de conviction que j'ai. Après les européennes, il y aura les municipales et les élections à la métropole. Est-ce que vous serez candidate? Alors j'aime bien traiter les élections quand elles arrivent. Donc, on a remarqué que dans le champ électoral, une élection en chasse une autre, mais surtout, elle change la donne. Elle permet de remettre à plat, alors surtout sur un scrutin à un tour, proportionnel, on va bien voir un peu les forces en présence et tout ça. Moi, je suis à disposition, c'est clair. Je ne sais pas ni quand, ni pour qui, ni comment. Ah oui, ça veut dire que vous pourriez être candidat avec Étienne Blanc ou plutôt avec Gérard Collomb ou David Kimmelfeld? Il y a des qualités. D'abord, alors les 2 derniers que vous citez, il faudrait peut-être qu'ils commencent par s'entendre. Ça serait peut-être plus facile pour tout le monde. Mais ça, c'est leur problème, c'est pas le mien. Étienne Blanc a des grandes qualités parce que ce qu'il a fait, j'ai une grande admiration sur ce qu'il a fait sur notamment les finances de la région. Honnêtement, on n'imagine pas à quel point c'était important. C'était important pour nous, élus MoDem, parce que c'est quelque chose que François Bayrou a légitimement dénoncé depuis toujours, l'endettement des collectivités. Celui de la France, n'en parlons pas. Pour l'instant, c'est pas encore réglé. Et là, non seulement on a bien assaini les finances, mais surtout on a des finances positives, j'ai envie de dire, qui nous permettent de déployer de l'investissement, et c'est bien. Et donc, on le doit notamment à un beau travail d'Étienne Blanc. Après, donc, vous excluez pas éventuellement d'être j'exclus personne. Sur une liste? Mais j'en suis pas là. Je peux vous dire. Faites monter les enchères, c'est ça? Ah non. Puis si je ne suis pas, c'est pas grave, parce que mon entreprise peut m'occuper et que la région me passionne. Donc, mais vous pourriez me dire, la logique, ce serait plutôt que je sois candidate avec les marcheurs, avec qui on est allié au niveau national, non?
Dans la vie politique, j'ai vu des gens pouvoir marcher, entre guillemets, avec tout le monde. Il y a des exemples et ça fonctionne. Donc voilà, on a la charnière et on le maintient. Et pour la métropole de Lyon, Ce serait plutôt métropole, moi. Honnêtement, oui. Je suis plus métropole que ville de Lyon en termes de... Et entre Alexandre Vincendel, justement, et François-Noël Buffet, vous penchez de quel côté? C'est pas à moi de faire le choix. Vous pouvez avoir un avis sur la question. Non, mais je ne vais pas le donner maintenant. Allez, on passe à une question sur les réseaux sociaux à présent, si vous le voulez bien. Anne Pellet, cette polémique sur la niçoise blessée samedi dernier lors d'un rassemblement de gilets jaunes à Nice, donc dans un périmètre de manifestation non autorisé. Alors, je veux surtout vous faire réagir par rapport au conseil d'Emmanuel Macron, qui a souhaité à cette niçoise un prompt rétablissement et aussi une certaine sagesse. Ces quelques mots étaient-ils de trop? Oui, sans doute. Ça commençait bien, mais un président ne doit pas forcément aller jusque-là. Mais ça fait partie du personnage Macron, puisque visiblement, ce n'est pas la première fois. On a toujours ces petits écarts de langage. Bon, si on s'arrête à ça, on ne fait plus rien. Il a d'autres qualités, bien heureusement. Moi, il m'a bluffé, notamment sur les débats, parce qu'il avait une qualité de réponse étonnante sur des sujets techniques. Oui, il est encore en train d'en faire. Ah oui. On a l'impression que ce grand débat, il ne va pas en finir. Oui, c'est vrai que c'est long et que je ne sais pas comment ça va en sortir, mais il va falloir qu'on en sorte. Et je vais vous faire un parallèle, parce que je trouve ça amusant. C'est des hommes, enfin Macron comme Wauquiez d'ailleurs, ils ont des CV extraordinaires, sont très intelligents et tout d'un coup ils font ces espèces de déraillements qui font que tout d'un coup il y en a un qui va mettre un gilet jaune en disant le lendemain je ne l'ai pas mis, mais si, voilà. L'autre qui fait ce genre d'écart de langage qui est mal approprié, qui n'est pas dans leur rôle. Et il n'y a pas de hasard en politique, mais il y a une différence, j'ai envie de dire, il y en a un qui assume souvent, Emmanuel Macron. Même si bon, il a pu s'excuser. C'est vrai que la manière d'assumer alors que Laurent Wauquiez, lui, il n'assume pas trop. Il assumera mieux la prochaine fois. La vie, c'est prendre des leçons aussi, mais c'est pas grave. Il a plein d'autres qualités aussi. Ils ont tous les deux des qualités et on a besoin de personnes de cette... même si c'est pas toujours facile avec les uns et les autres, mais c'est pas grave. Oui. Voilà. La fin de ce grand débat, vous en attendez quoi maintenant? Quelles mesures concrètes de la part du gouvernement, du président de la République? Moi, j'ai tout de suite vu une chose qui m'a frappée, c'est que la ruralité est malheureuse et il y a des gens qui sont pas bien. Donc il y a un besoin énorme de pédagogie. Après, la pédagogie, c'est aussi expliquer que rien n'est simple, qu'il faut que tout le monde y mette du sien. Donc il y a fait des équilibres à donner, il y a des gens qui vivaient mal des situations, des réformes peut-être lancées trop vite. Donc de nouveau, bien expliquer, refaire le tempo. Sur les retraites, on voit en ce moment par exemple qu'on ne sait plus, si on prend toutes les interventions les unes derrière les autres, à la fin on n'y comprend plus rien. Donc il y a des moments, je pense qu'il serait bon qu'il y ait du recul pris en off, qu'il n'y ait pas besoin de faire de la petite communication pour aller chercher les infos et qu'un jour, une fois qu'on a entendu tout le monde, qu'on fait remonter les choses, on prenne le temps de l'explication, de la mise en place et tout ça. Donc j'attends ça, sachant que j'espère que ce gouvernement réussira, parce que la France en a besoin et qu'on n'a pas les moyens d'aller encore sur d'autres élections qui nous rapprochent de plus en plus des précipices populistes et extrêmes. Voilà. Et en finir avec cette présidence jupitérienne? Non. Donner plus de pouvoir et écouter un peu plus les maires, les collectivités locales Si, c'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait plus de discussions. Cela dit, pour quelqu'un qui est soi-disant très jupitérien, j'ai trouvé qu'il les comprenait drôlement bien quand même. Quand il répondait aux questions des maires, il connaissait les dossiers. Donc c'est le modèle français qui est peut-être aussi un peu trop jupitérien. Et on le voit notamment sur le pouvoir du Parlement, qui mériterait d'avoir en tout cas un autre dosage de proportion, de proportionnalité avec les autres partis. Et puis qu'on écoute un peu plus, oui, et y compris sa majorité, parce qu'on... Il y a un signe fort. On a bien vu, quand on écoute certains parlementaires, y compris du MoDem, c'est dur de faire passer des amendements souvent. Oui. Mais c'est pour ça que c'est dur quand on est MoDem, que ce soit dans la majorité avec la droite ou avec le centre ou avec la gauche, c'est jamais facile de faire passer. Mais on est là pour défendre et porter les idées des électeurs qui ont voté pour nous. Et on y arrive. Allez, Anne Pellet, on finit par une question de politique fiction, comme toujours. Anne Pellet, prochaines élections régionales, mars 2021. Laurent Wauquiez vous consulte pour savoir ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit se représenter ou pas, dès lors que son objectif prioritaire, bien sûr, c'est la présidentielle de 2022. Donc il vous demande déjà ce que vous en pensez, ce qu'il doit se représenter. Et deuxièmement, il vous demande si vous resterez à ses côtés s'il est candidat. Qu'est-ce que vous lui dites? Mais les choses vont bouger. Je vous dirais une chose,
que je dis déjà aujourd'hui, j'assume totalement le bilan que nous avons. Je trouve que c'est un très beau bilan. Les compétences de la région sont formidables et surtout, on a mis des tas de choses en place. Alors, on ne va pas recommencer l'interview. Voilà. Donc, alors lui, il vous dit, voilà, ma priorité, c'est 2022. Est-ce qu'il faut que je me présente par honnêteté électorale. avec le risque éventuel, je ne sais pas, peut-être d'être battu ou peut-être de gagner. Est-ce qu'il faut que je me représente et est-ce que vous serez à mes côtés je ne sais pas si vous tutoie, peu importe. Ouais. En politique, on tutoie. Du moment qu'il me tutoie, je tutoie. Non, j'y réfléchirai. Mais honnêtement, j'assumerai le bilan et c'est possible que je reparte. Mais comment on fera ? C'est pas impossible. On réfléchira après comment le parti organise ça, comment ça aura évolué, s'il y a des écarts ou pas, et ainsi de suite. Voilà. Mais il n'y a pas de. Sur le principe, j'assumerai en tout cas un beau bilan. Très bien. Merci beaucoup, Anne Pellet, d'être venue dans Face à Face. Merci, au revoir. Retrouvez